Nous revoilà dans la deuxième partie de notre émission où nous recevons toujours Lou Boyadi Oka. Dans cette partie, papa, nous allons parler un peu du domaine agro-pastoral. Vous avez de l'expérience. Vous allez nous donner un peu votre point de vue. Qu'est-ce qui a causé la chute selon vous de Bukangalonzo? Je ne sais pas si vous aviez des nouvelles, comment ça s'est créé à ce moment-là. Je crois que vous étiez au pays lorsque... non. Vous n'étiez plus au pays. Non. Mais vous êtes un cacique, vous connaissez. C'est vrai que j'étais intéressé. Alors, parlez-nous un peu, comment est-ce qu'un projet pareil peut commencer et peut faire un déclin? Est-ce que c'est parce qu'il se trouve dans la République démocratique du Congo où les projets n'ont jamais abouti, où on commence une histoire et puis qui ne termine pas? Ok. Évitons de jeter la pierre trop vite à des individus. Et c'est ça qui nous fait perdre en fait la vision réelle du développement. En soi, le projet de Bukangalonzo n'est pas mauvais. Mais nous devons comprendre une chose. Dans quel contexte notre pays vit? Notre pays est géré avec quel style de gestion, surtout dans le domaine économique. Oui. Pourquoi Bukangalonzo a chuté? Comme je poserai aussi la question, pourquoi Inga n'a jamais atteint son niveau Pourquoi la sidérurgie de Maluku n'a jamais fonctionné? Pourquoi la Sosacom qui a été créée pour prendre en charge la commercialisation des produits miniers n'a jamais fonctionné? Pourquoi? Il y a beaucoup de pourquoi que nous pouvons poser. Mais est-ce que, papa, cela ne tourne-t-il pas à l'homme congolais, autour de l'homme congolais, parce que c'est lui qui est le géniteur de tous ces projets-là? Nous devons identifier bien nos ennemis. Il y a nos ennemis qui ne veulent pas effectivement que le Congo crée ses propres richesses. Parce que quand nous allons créer nos propres richesses, nous allons devenir comme la Chine par rapport aux États-Unis. La Chine n'a rien à envier aux États-Unis. C'est ça le problème que nous avons fondamentalement. Et ce problème a été bien ficelé d'abord, bien avant la table ronde. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire, comment on appelle ça, les accords de l'Europe occidentale sur la gestion de l'Afrique dans tous les plans. En fait, je vais dire que l'ennemi premier, sont les multinationales. Même certains présidents des États-Unis l'ont déclaré. Le vrai gouvernement, c'est celui qui est invisible, qui ne rend pas compte à la population. Alors le vrai gouvernement, c'est celui qui sait identifier ce gouvernement-là. Okay. Mais est-ce que nous avons identifié l'ennemi? Aujourd'hui, je viens de lire que les Allemands ont signé des accords de financement dans plusieurs domaines. Ça fait des milliards de dollars et tout ça, et ainsi de suite. À quelles conditions? On dit gagnant-gagnant. C'est un slogan. Parce que nous avons eu beaucoup d'accords avec soit le Fonds monétaire, soit d'autres investisseurs étrangers. Quelles ont été les conditions de base? Quand tu as eu Sun City, quelles ont été les conditions de base, des conditions qui ont été accordées aux étrangers? Qu'on n'a jamais accordé aux Congolais, chefs d'entreprise. C'est grave. Mais oui, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Ces gens importent des produits alimentaires au Congo.
Mais ils n'accepteront jamais que le Congo produise des produits alimentaires qui peuvent les concurrencer. C'est ça la vérité. Mais, papa, je ne sais pas. Nous sommes ici en Afrique du Sud. Oui. Nous savons que l'Afrique du Sud importe les fleurs. Oui. Et disons, exporte les fleurs. Oui, c'est ça. L'Afrique du Sud a arraché certains marchés en Amérique, Oui. les mangues, tout ça. Mais quel est le produit agricole que notre pays exporte? Voilà. Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser, je crois. Je prends l'exemple du secteur forestier. Il est complètement tourné à l'exportation. Nous avons, je crois, 7 millions de mètres cubes de potentialité par an. Des bois qui choses. Sur les 7 millions, prenons simplement 10%. Ça fait, je crois, dans 7 millions de mètres cubes exportés. Sur le plan international, combien un mètre cube coûte? 10%, donc les 7 millions, par les prix actuels sur le marché, ça donne combien? À l'époque, quand j'avais calculé ça, nous étions à 250 millions de dollars par an. Mais la réalité, c'est quoi? L'exportation est plus que 10%. Exact, oui. Mais où va tout cet argent? On va chercher le pour où il n'est pas. Où il n'est pas. Oh, c'est un tel qui a détourné, c'est un tel qui a détourné. Est-ce que nous savons ce que l'étranger détourne dans notre pays? C'est un scandale. On a revu le code minier. On nous dit que quand on a signé le code minier, l'étranger bénéficiait de 80%. Le Congo, c'était 20%. La révision du code minier permet à ce qu'il y ait 50-50. Et c'était tout un problème. Les sommités des sociétés minières se sont déplacées pour venir voir le président au Congo pour dire ne signez pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ne signez pas une loi votée par le Parlement. Vous comprenez les kilos? Hein? Ils se sont déplacés pour venir. Donc vous voyez la même mise qu'il y a sur le pays. Bon, Bukangalonzo, pourquoi n'a-t-il pas avancé? Bukangalonzo ne pouvait pas. J'ai travaillé dans les agro-pastorales de la Générale de Belgique. Ça faisait 18 sociétés. Bas-Congo, Bandundu, Équateur, Kisangani, Katanga, et les Kasaï. Toutes ces sociétés sont où aujourd'hui? Par terre. Oui. On a vendu le groupe pastoral à une famille américaine d'origine juive. Les Blackner, ils étaient impliqués dans les... Mais à quel prix? Je me rappelle à l'époque, Tengo était Premier ministre, il n'était même pas d'accord de ça. Ça, c'est de un. En gérant ces entreprises, quelle a été l'astuce de dilapider l'argent de la République démocratique du Congo? Toutes les entreprises au Congo, je dis bien toutes les entreprises, privées comme publiques, ils ont un système de voler l'argent du pays. On va t'engager aujourd'hui, on dit on va te donner un salaire de 5 000 $. Bon, on déclare le brut, oui, qu'il est autant. On retranche les frais des indemnités de famille, frais maison, frais... Tous les frais qui sont autorisés par la loi à être enlevés du brut et ne pas être affectés par l'imposition de l'État. Et maintenant, l'imposition de l'État se fait sur une base qui ne représente pas le brut. Je ne sais pas si je me suis dit... Oui, qui ne représente pas le brut. Mais maintenant, le peu qui a été retenu
dans toutes les entreprises du Congo. Allez voir combien est versé au trésor public. Est-ce que c'est ce que je disais, papa? Est-ce que ce n'est pas l'homme congolais? Parce que je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Quand on va au Parlement, vous entendez les parlementaires eux-mêmes qui disent que non, il y a des invisibles qu'ils perçoivent. Est-ce que ça, l'homme congolais ne se tue pas lui-même? Je n'ai jamais entendu parler de cela. Ça fait partie de ce que j'appelle l'aliénation du Congolais. Pas que le Congolais ait voulu qu'il soit aliéné. C'est un système qui a été implanté par le colonialiste pour perpétuer le néocolonialisme dans la gestion des pays africains en général, de notre pays en particulier. Nous, les universitaires, quand nous terminons, nous avons toujours tendance à chercher des postes de responsabilité dans les entreprises privées ou publiques, et ainsi de suite. Quelle est notre préoccupation? Notre préoccupation n'est pas de juger de notre capacité de créativité. Notre préoccupation est de rester conforme au système qui est en place. Or, le système qui est en place est déjà pourri. Et nous évoluons dans ce système-là. En espérant que ça peut changer les choses. Non. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je disais tout à l'heure que nous devons reconnaître notre déficit ou notre aliénation parce que ce n'est pas une incompétence. Pour arriver à la Lune, combien d'échecs les gens de la NASA ont connus? Combien d'échecs? Et des catastrophes. Et des catastrophes. Mais ils reconnaissent les erreurs là où ils avaient commis. Mais nous aussi, nous devons reconnaître les erreurs. Récemment, j'ai écrit un mémo pour une entreprise minière de notre pays qui venait de changer son staff dirigeant. On m'a demandé ce que je pensais. J'ai dit directement, commencez par rompre le système de gestion qui est là. Ah. Comment? Oui. Ce n'est pas un système conçu par les Congolais. Ce n'est pas un système conçu pour le développement du Congo. Cette entreprise existe depuis 1885. Qu'est-ce qu'elle a fait dans son environnement de développement? Rien. Je parle de la MIBA. Anvers est reconnu comme premier centre de vente de diamants industriels. Le diamant congolais industriel est connu comme premier producteur de ces diamants sur le plan mondial. Quelles sont les conséquences de cette position au niveau même de la localité où on produit ces diamants-là? Sans oublier que du temps colonial, le secteur où agissait la fourmilière, c'était un secteur interdit à tout passage. Et nous avons continué avec ce système-là jusqu'à aujourd'hui. Alors comment pouvez-vous travailler avec un système qui a privilégié la rentabilité extérieure au détriment de la rentabilité intérieure? Allez voir Tchikapa, allez voir Bujimaï. Ce sont des grands villages. S'il y a un peu de construction aujourd'hui en Bujimaï, ce sont les initiatives privées qui n'ont rien à voir, avec la production de la MIBA. Mais par contre, qu'est-ce qui était intéressant?
pour nous qui avons étudié, ah, vous savez, cette année, l'Amiba a augmenté sa production. Mais oui, au profit de qui? Exactement. Donc, vous voyez un peu le déficit que nous acquisons. J'ai dit déficit et aliénation que nous acquisons. Ce n'est pas pour blâmer. Aujourd'hui, à l'Amiba, vous avez des compétences. Comme à la GECAMINE, vous avez des compétences dans tous les domaines. Mais ce sont des compétences qui ont été engagées dans un système où ils ne peuvent pas exploiter leurs capacités de créativité, leurs capacités d'initiative. Ah, mais comment il nous manque des équipements et patati patata? Moi, j'ai répondu. Vous savez, de bon temps, on avait fait une investigation, une petite étude pour voir comment la masse monétaire était répartie en République démocratique du Congo. Vous savez que Mbujimayi, là, Oui. détenait 40 à 45% de la monnaie, de la masse monétaire sur le plan national. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, comment le gouvernement ne peut pas réfléchir à comment mobiliser cet argent-là dans un circuit officiel? Mobiliser, il ne faut pas y aller avec des canons. Non. Il faut créer des lois qui sécurisent ceux qui ont cet argent-là. Ne les injuriez pas que ce sont des trésors de diamants ou tout ça. Non, non. Alors, qu'est-ce que vous entendez par développement? Si ce n'est pas par ces gens-là. Créer des lois qui sécurisent ces gens-là, créer des structures pour mobiliser cet argent-là, ces gens-là vont venir. Or, vous êtes là en train toujours de créer des situations pour leur faire peur et les éloigner. Et qui les pousse à aller dans comment dirais-je, l'informel. Effectivement, parce qu'ils vivent dans l'informel. Je leur ai donné un exemple. Quand l'Union zaïroise des banques, il y avait un Kassaïen qui a grandi à Mweneditu, qui était PAD. Il a eu l'idée de créer une succursale de l'Union zaïroise des banques à Mweneditu, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il n'y avait pas de succursale qui mobilisait autant d'argent que Mweneditu. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, pourquoi aujourd'hui, MIBA cherche l'argent pour son développement? Vous dites, on va chercher les investisseurs étrangers, alors que vous avez l'argent de votre côté. C'est un problème de réflexion. Nous devons retrouver notre capacité de créativité. Et cette capacité existe effectivement. Parce que quand vous prenez les Congolais qui travaillent à l'étranger, il y en a beaucoup qui usent de cette capacité de créativité. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. On est sous une enveloppe de tensions et de pressions politiques, politiciennes, qui ne favorisent pas la réflexion. Voilà, nous sommes obligés un peu, à cause de ce temps qui nous donne, qui nous est donné, de nous arrêter encore un tout petit peu, et puis nous revenons tout de suite après ce petit moment de pause.